Salut à tout le monde, bonjour. Salut la famille, bonjour, c'est bien moi Anne Fumgizanga. Anne Fumgizanga, l'animatrice d'une émission qui se passe sur YouTube, Parlant Quotidien. Mais des fois nous passons sur de live Facebook pour rencontrer des personnes qui sont un peu loin de nous. Je vais essayer un peu d'inviter quelques personnes qui sont là en ligne. Yep. So, comme je disais, du coup, c'est notre émission qu'on appelle souvent Parlons Quotidien, qui se passe chaque dimanche. Donc, je veux dire, chaque dimanche, nous avons nous sommes obligés, je peux dire, parce que il y a pas mal de gens qui nous suivent déjà à travers YouTube. So, aujourd'hui, c'est un dimanche, le 22 mai, dont je préparais à être en live avec un de nos entrepreneurs congolais. Qui va un peu nous parler de lui, quoi. Il est en train d'œuvrer dans beaucoup de choses, c'est un jeune. Il est en train d'entreprendre dans beaucoup de choses dont nous allons découvrir, parce que la francophonie a besoin de jeunes. A besoin de jeunes qui réfléchissent, a besoin de jeunes qui ramènent un peu la victoire, quoi, qui ramènent la paix, la tranquillité, et spécialement dans notre pays. So, du coup, la chaîne FGG Talk TV, nous sommes là pour continuer à œuvrer sur ces domaines-là, malgré nous parlons de beaucoup de choses, mais aussi nous parlons de l'entrepreneuriat, en fait, parce que c'est très important. C'est très important, donc c'est pas toujours facile que les gens puissent vivre de salaire quotidien. Ce n'est pas toujours facile que les gens puissent continuer à vivre avec les quotidiens, comme je disais. So, du coup, nous avons vraiment besoin de ramener l'entrepreneuriat à l'avant, quoi. De l'avant, plutôt, j'allais dire. Ramener ça un peu plus loin. Encourager ceux ou celui qui le font déjà. Donc, c'est un peu ça. On va passer notre interview en français. Full French. Yeah. So, en français, j'allais dire. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Là, je vois Aristote Moussangu. Sorry. Aristote Moussangu. Je vois Los, la grande Nari. Une petite sœur qui ne me laisse jamais. Je me souviens le t-shirt que j'ai porté la fois passée pour la fondation. Ça venait d'un cadeau de ma petite sœur Los, la grande Nari, je crois. Merci à toi. So, du coup, Lionela dit bonheur. Bisous mes petites sœurs qui sont toujours là pour moi. Donc, je vous remercie à trop. Déjà, notre entrepreneur qu'on va accueillir tout de suite là s'appelle Monsieur Guilhem Mukasa Matondo. Donc, là, j'ai vraiment tiré. Il m'a donné Guilhem Mukasa, mais j'ai vraiment voulu tirer même les full name. So, du coup, avec le décalage d'air, on n'a pas souvent l'amabilité d'avoir tout le monde sur le live Facebook. So, after this one, après ça, on serait transféré dans notre chaîne YouTube qui est FGG Talk TV. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous parce que d'ici là, il y aura de bonnes choses très intéressantes. Nous basons vraiment nos
nous basons vraiment plus sur la jeunesse, pas seulement la jeunesse, même le vieux qui ont l'expérience vont passer sur notre chaîne, nous montrer un peu un bon chemin, comment s'en sortir de cette vie. Parce que c'est toujours pas facile notre vie, quoi. C'est toujours pas facile la vie du quotidien. Donc, il faut travailler, il faut créer. Du coup, cette chaîne va commencer à nous aider à voir ce genre de création. Merci à toi, Olivier Joseph from Haïti. Donc, j'allais aussi signaler, il n'y a pas que de Congolais, il y a des Haïtiens que je salue déjà, Olivier Joseph. Il y a du Nigérien. Malgré qu'ils ne comprennent pas, je ne sais pas ce qu'ils font pour me comprendre, mais sinon, ils sont là. Je vous remercie beaucoup. Là, je vais essayer un peu d'amener notre invité le plus vite possible. On a un décalage de 1 heure avec Dallas. Notre invité est congolais, mais vivant au Dallas, quoi. So, du coup, je vais un peu voir. Where is she? Where is he? Yep. So, yeah. So, du coup, je vais un peu regarder là où il se retrouve. Comme ça, on va lui ramener sans plus tarder. Ma voix, ça serait un peu rock today. Je vais lui laisser vraiment parler. J'ai attrapé un peu de la grippe là. Donc, du coup, vraiment une grande grippe qui me dérange assez. Mais je crois que ça ira. Ça ira. Yeah. Comme je disais, merci beaucoup, Olivier Joseph. We are happy to see you too. So thank you for being there for us. Merci beaucoup. Je crois là, je dois chercher M. Guilain, que je dois inviter pour entrer dans notre live. Vu que nous avons un décalage d'air. Yeah. Donc, vu que nous avons un décalage d'air, je crois qu'il sera bientôt 14h06. L'interview était prévue à 14h juste. J'ai vraiment un esprit de ponctualité là. Donc, ça se passe comme ça. J'ai continué à encourager toutes les jeunes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Le temps que M. Guilhem Mukasa soit prêt pour son live, j'allais continuer à encourager les jeunes qui se lancent déjà dans l'entrepreneuriat, parce que là, on parle à l'entrepreneuriat. On parle de l'entrepreneuriat plutôt. Léonela Dibornet, bon dimanche à toi et à toute ta famille. Merci beaucoup, il y a ici, vraiment, vous allez apprendre. Donc, comme on parle de l'entrepreneuriat, ici, nous encourageons tout le monde de ne pas seulement se limiter avec le salaire quotidien. De ne pas se limiter avec le salaire quotidien. C'est pourquoi... tous ceux qui sont là, je vois, la plupart d'eux sont plus lancés dans l'entrepreneuriat, que je félicite beaucoup. Loss, la grande Nari, qui est aussi l'entrepreneuriat, qui a sa fondation, qui marche très bien. Léonela Dibonheur, qui a son salon de coiffure, qui a plein de choses. Elle est aussi ingénieure, mais qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat aussi, vous voyez. Et on ne refuse pas les gens qui sont salariés, qui sont capables d'économiser, qui sont capables de faire de grandes choses. Et aussi, on les encourage beaucoup. Je salue ma copine. Je salue ma copine. Là, je salue Christian Benguela qui m'écrit sur WhatsApp qu'il est en train de me suivre. C'est bien déjà. Merci beaucoup, Christian Benguela, pour votre soutien. Je salue ma copine d'enfance, une fille très intelligente que j'ai connue depuis mon adolescence, Rachel Ekouchou, qui était très intelligente. Je crois qu'elle aussi fait de grandes choses que je vois souvent sur Facebook, la maman de 4 enfants. Merci beaucoup à toi. Je crois notre frère Guilain est là. On va chercher de lui ramener sur notre live. On va cette demande. Je lui ai ajouté. Rachel Ekouchou, merci beaucoup à toi, ma copine des dents. Je vais essayer de lui rajouter encore ici. Adding. Yeah, c'est un peu ça. Donc, ok, il est là. Bonjour. Je vais essayer un peu de revoir avec mon volume. Yeah. Mon volume est bon, mais au cas où tu ne m'écoutes pas, vous ne m'écoutez pas, je vais mettre mes écouteurs. Vous m'entendez?
Moi, très bien. Ah, ok, d'accord. Uh-huh. Ah, papa, je suis contente de vous voir. Déjà, merci d'être là pour nous, quoi. Vraiment, moi, je suis très content. La façon dont vous êtes en train de faire les choses pour propulser les jeunes Africains dans Donc, ces histoires ici. Je suis très yeah. content, vraiment fan de vous. Vraiment, déjà, bien habillé. Vous venez de l'église, là, vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes à Oui, l'église. oui, c'est un dimanche, nous sommes obligés d'abord de Yes, respecter la part de Dieu. exactement. Donc, Oh, le donc, reste vous est êtes là, aussi c'est après. chrétien. Je suis chrétien, je suis chantre à l'église. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Ça, Oh, c'est en donc, vous première lieu. chantez aussi. Ouais. Waouh, beaucoup de talent, quoi. Ah, c'est vraiment bien. Donc, ça, c'est notre chaîne Parlons quotidien. Que, en tout cas, je vous ai cherché. Je vous tentais là pour. Je voyais vos œuvres, je vous tentais, je vous cherchais, mais faute de temps, j'étais toujours busy. Lélo Nazuyo. Pour les gens qui ne comprennent pas le lingala, excusez-moi, nous sommes congolais et les messieurs que je ici, c'est un congolais. Il y aura toujours des mots de lingala. Au cas où vous ne comprenez pas, suivez-moi inbox. Il y a toujours notre numéro qui est public et on va vous expliquer. So, Monsieur Guilhem Moukassa, comment vous allez d'abord? Tout va bien chez vous? En tout cas, très bien, parfaitement bien. Donc, on est en merveille. Euh, Aujourd'hui, je vous ai dit que je ne me sentais pas bien, j'ai un problème avec ma gorge, mais je tenais à cette interview tellement, on devrait la faire. So, si vous pouvez nous aider de parler de vous, parce que je comprends pas, vous êtes dans beaucoup de choses. Je vous vois dans des newspapers, dans des journaux, je vous vois dans des fondations, je vous vois par-ci, par-là. So, expliquez-nous un peu en détail qui est Guilhem Moukassa Matondo. OK. Guilhem Mukasa Matondo. Je suis au départ ingénieur géomètre topographe. Oh, Je suis entrepreneur, le PDG de la société immobilière foncière et numérique. oh. Je suis le président de la fondation FGM, Guilhem Mukasa. Je suis le vice-président des ingénieurs géomètres topographes du Congo. Je suis consultant dans plusieurs plateformes internationales. Voilà. Oh. Oh, vraiment intéressant. Donc, vous êtes aussi, je vais mettre, excusez-moi de mettre ça. Mhm. Vous êtes aussi géomètre, c'est vraiment là, c'est très intéressant. Donc là, vous me poussez encore à aller encore plus loin avec mes questions là. Donc, où est-ce que vous avez fait vos études de géométrie, je peux dire? Oh, je suis ingénieur de l'INBTP. L'INBTP qui est l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Pour une petite histoire, dans les années 60, en Afrique centrale, on n'avait que cette université qui formait les ingénieurs, soit en bâtiment et travaux publics, les architectes, les urbanistes, et puis les géomètres topographes. Oh, Donc, ok, je suis fruit de cette école. vraiment. Là, je salue Jenny Kelly from United States, une blanche mais qui est là, qui est en train de me suivre. C'est vraiment fantastique. Jenny Kelly, I just say hi to you. Thank you very much for being there for me. That's why I always love you because you're so kind. Merci beaucoup. Donc, j'avais un peu commencé à interrompre pour encourager mes amis qui sont là, même pas de notre race, mais qui sont là, je sais pas. Donc, du coup, c'est vraiment gentil pour quand tu vois des Américains en train de te soutenir, en comprenant rien, mais ils sont là. Donc, c'est vraiment gentil, c'est trop cool. Ça me donne des larmes aux yeux. So, Monsieur Guilhem Moukassa est dans beaucoup de choses que vous avez entendues. Donc, du coup, c'est merveilleux de voir un jeune qu'on épargne l'âge qui est dans ce genre des histoires. So, du coup, notre deuxième question, c'est pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans beaucoup de choses, en fait? Parce que vous êtes un jeune, comme tout autre jeune, qui peut peut-être faire une seule chose, c'est limiter par exemple à être salarié. Mais là, je vois que vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le fondation, vous êtes géomètre, vous faites des business immobiliers, vous êtes, je crois, dans la politique, si je comprends bien. C'est pourquoi cette décision, en fait? Vous voulez de rester calme dans ton coin. Ah, OK. En fait, dès le départ, je vais commencer par saluer la mémoire de mon père qui est parti à longtemps. J'avais 17 ans. Et mon père était trop dur avec moi d'abord. Ce monsieur, il était trop dur avec moi. Je ne savais pas qu'il était en train de me former. À chaque fois que je me réveillais les matins, j'ai posé la question à mon père, aidez-moi de faire ce que je peux faire à l'université pour travailler partout. Ça, c'était ma question. Je voulais juste travailler partout. Alors, il était en train de me dire, il dit, je n'ai pas quelque chose de grave, je peux te donner. Mais si tu mets seulement du sérieux en ce que tu fais, mais je préfère que tu fais la maths physique.
Parce qu'en maths physique, tu vas avoir la facilité. Les jours où tu vas aller à l'université, tu vas aller faire tout ce que tu veux faire et tu vas gagner la vie sans problème. Il n'y aura peut-être pas les gens qui pouvaient, entre guillemets, venir te soutenir, comme on dit chez nous en Afrique. Si vous avez quelqu'un, membre de la famille qui a gagné de la vie, les autres doivent croiser les bras pour les suivre en tout ce qu'il fait. Donc, par rapport à cette motivation, je me suis dit, en fait, je dois rester concentré alors aux études. Alors, mon père ne voulait pas que je reste avec lui. Il m'envoyait toujours à l'internat. C'est là-bas où j'ai commencé à être formé. J'ai eu la formation là-bas et la façon dont j'étais en train de faire des comparaisons. J'ai quitté la ville pour aller étudier en internat. Là-bas, c'est pour les gens qui ont fait les études là-bas, ils savent c'est comme mon village. Alors j'étais en train de me dire, je me dis, mais comment en ville les gens sont quand même organisés, il y a des belles maisons, mais quand vous arrivez de l'autre côté, les gens dorment même avec des maisons de paille, mais ils sont très à l'aise, ils sont en paix. Alors, quand j'ai fini mes études, la première des choses à faire, mon père n'était plus là. Donc mon père est décédé, j'étais encore en cinquième année humanité. Sorry. Je suis venu à l'université sans mon père. Là, je n'avais plus personne pour poser de questions. Parce que c'est lui qui était comme mon mentor, c'est lui qui était comme mon encadreur consort. Je suis venu à l'université. Au départ, quand on arrive à l'université, on nous explique. Nous, à notre université, on fait 6 ans. Donc, on est généraliste, on fait 6 ans. Quand vous arrivez là-bas, vous tous, on vous prend comme au niveau 0. Donc, vous commencez par la préparatoire. Je suis allé en préparatoire, c'est là où j'ai appris que la base de la vie, c'était la mathématique. On avait beaucoup de cours de mathématiques. On devait s'adapter à ça. Donc, ce n'était pas facile. Et tout ça, ça me poussait toujours de raisonner. Tous les jours, quand je me réveille, je dis, mais tout ce que c'est en train de prendre, la mathématique ici, je vais amener ça où? Je vais faire quoi avec cette mathématique? Alors, c'est comme ça, on s'est forgé. Quand je suis arrivé en deuxième graduat, en fait, en deuxième graduat, chez moi, j'étais à l'université. Déjà, comme technicien, j'avais quand même la base. Mais je vais trouver quelqu'un qui vient, un Belge qui vient à l'université pour chercher quelqu'un qui devait l'accompagner. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui devait l'aider à travailler, mais quelqu'un qui devait à visiter, à comprendre, à connaître juste la ville de Kinshasa. Alors, un garde universitaire lui dit, je connais un petit courageux qui peut vous aider. Vous pouvez travailler avec lui. J'ai dit, non, non, je ne cherche pas quelqu'un pour travailler, je cherche quelqu'un qui va m'accompagner partout où je serai. Alors, on m'appelle, j'étais en culotte et en cinglé. Les gars, quand j'arrive là-bas, les gars, ils disent, mais c'est ce petit ici. Non, non, moi, je cherche quelqu'un. Pas lui. Il est encore trop jeune. Le papa l'a dit, non, non, prenez ces gars. Après, quand il m'appelle, on parle avec lui. Je lui ai dit, bon, comme vous ne voulez pas m'associer à ce que vous êtes en train de faire, soit m'appeler, écrivez. Va chez vous, comme vous êtes directeur, écrivez. Ramenez la lettre ici. Moi, je vais afficher pour vous au VALV de l'université pour que nous puissions trouver quelqu'un qui peut vous aider à connaître ce que vous êtes en train de chercher. Le gars est allé chez lui, il a fait un document, il m'envoie. Quand il m'envoie les documents, c'est moi qui vais afficher ce document-là au VALV. J'affiche, j'ai dit, ce gars-là, il est en train de chercher un ingénieur. Donc, je vais citer le nom de la société, c'est la société Sodimel. Aujourd'hui, on appelle ça ABC. À Kinshasa, la société a gagné beaucoup plus de marchés sur l'électrification. Il était en train de rassembler toutes les sous-stations de la ville de Kinshasa. C'est-à-dire, si on a des problèmes de l'autre côté et tout. Donc, c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses. Alors, c'est quand on était en train de travailler, moi, quand il a cherché les gens, après, il a recruté 3 personnes. Mais là, il me demande, il dit, mais petit, toi, tu seras avec moi. Partout où je vais commencer à partir, tu seras toujours avec moi, même si je vais travailler avec les autres. Donc, moi, j'étais ce qu'on appelle la Lingala Mukalanaï. Pas Mukala, c'est trop dire. Ça, c'est mon trop fort. Alors, j'ai commencé à me promener avec ces gars. Partout, il partait faire son travail. Alors, un jour comme ça, on rentre au bureau. On lui dit, messieurs, vu ce que vous êtes en train de faire, on pense que vous ne respectez pas les normes de ce qui sont en train de passer ici à l'entreprise. Et les gars, il est ici en ligne, mon frère, il s'appelle Laurent Caprice. C'est lui qui m'a appris des choses. Les gars m'ont appris beaucoup de choses au départ. Il m'avait expliqué, il m'avait montré comment un ingénieur pouvait être apte sur terrain, comme un ingénieur. Alors, quand il est parti, je quitte aussi la société Sodimel. Je vais aller dans une société où une personne aussi qui était avec nous dans cette société, quand il est allé de l'autre côté là-bas, il va me récupérer pour me dire non, non, j'avais un petit là-bas, il était bon, je peux travailler avec lui. Quand j'arrive là-bas, je lui dis,
je ne vais pas travailler comme j'ai travaillé là-bas. Parce que j'ai travaillé là-bas, on me payait 10 dollars le jour. Donc, j'étais un journalier en quelque sorte. Je parle avec ce monsieur, je lui dis, je serai consultant ici. Il dit, mais comment toi, jeune comme ça, tu n'as pas l'expérience et tu viens avec des histoires comme ça compliquées, tu seras consultant de qui? Je lui ai dit, je serai consultant de cette entreprise. Il dit, mais comment tu vas faire? J'ai dit, vous me donnez un contrat, les histoires qu'on faisait là-bas, je vais commencer à les faire à la maison parce que je ne peux pas séparer, je ne peux pas m'égarer de mes études pour chercher seulement de l'argent et puis tout ça à la fin, j'aurais du mal pour manifester ou soit exercer ce que je viens d'apprendre à l'école. Les gars, ils me disent, bon, ok, ça c'est une bonne idée. Alors, le travail qu'ils m'avaient donné, c'était de faire la cabine. Vous voyez, la cabine de haute tension, quand on pose ça dans un quartier, c'est-à-dire ça doit répondre aux normes des avenues, des parcelles, des nombres de gens, des quantités, des courants, tout ça, l'intensité. Ça sont des histoires que j'ai appris de l'autre côté là-bas. Et quand vous posez cette cabine, moi, mon travail, c'était de faire les plans de la zone. C'est-à-dire qu'il faut zonifier la partie dont vous allez poser la cabine pour que demain, même s'il y a surpopulation, que ces gens-là puissent être en paix, ils puissent bénéficier de l'électricité, que ça ne dépasse pas. Comme on a aujourd'hui les 70, les 120% des gens qui sont en train d'utiliser la même cabine et puis ça pose problème. Alors, quand j'ai commencé à faire ces plans-là, une chose m'est venue dans la tête, mais je dis, mais au départ, je suis technicien, mais quand je pars dans les services de l'État, là où on gère les bâtiments, l'immobilier, il y a des problèmes. Mais ces plans ici, on peut transformer ça et puis vendre ça au service de l'État pour que nous puissions gagner quelque chose dans ma tête et puis aider ces gens-là d'avoir au moins l'idée de ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Alors, quand je finis à produire des plans, je garde ça chez moi, je pars donner de l'autre côté, on me paye. C'est comme ça, on me paye. Donc, quand j'ai commencé à avoir ce goût-là, je me suis dit, non, là où je suis en train de gagner calme et puis je suis libre. Pas de l'autre côté, quand on vous engage, vous avez un contrat qui vous dit que vous allez travailler jusqu'au vendredi et ça perturbe même partout. Vous ne pouvez pas aller à l'église, il faut demander de permission à tout moment. Mais d'abord, j'ai parté sans problème. Je peux travailler la nuit, le matin, je remets les résultats. Voilà. Alors, c'est là-bas l'immobilier a commencé. L'immobilier a commencé, j'amène ces plans-là au niveau de l'administration, aux affaires foncières. C'est là-bas on me dit, mais ces Congolais, ces gars ici, ils se prennent pour qui? Nous, on est ici depuis des années, on est en train de faire les choses ici avec beaucoup de complications. Et puis lui, il vient directement avec des choses pour dire qu'il va trouver des solutions. Je les ai dit, je suis allé dans des cours et tribunaux, j'ai compris qu'il y a 99% des problèmes, c'est lié toujours à l'immobilier. Mais nous sommes ingénieurs, on nous a appris ça. On peut facilement entrer dans les systèmes et puis vous aider avec ce que nous avons appris à l'école. Ce n'était pas facile. Alors, ils ont refusé. Ils ont refusé. Quand je suis rentré, j'ai dit, mais il y a un professeur qui nous expliquait, à tout moment quand on parlait, il nous disait, mais il y a des choses, quand on part à l'extérieur, on part à l'étranger, il y a une fédération des ingénieurs géomètres topographes. Et il y a aussi la fédération des ingénieurs francophones, qu'aujourd'hui, moi, je représente les pays là-bas, dans ces organes-là, dans la fédération internationale des géomètres. Alors, quand le professeur m'a parlé de ça, je suis allé chercher les responsables. Et là-bas, j'avais trouvé, il n'y avait que les vieux. Il n'y avait pas de jeunes. Ce vieux-là ne voulait pas m'insérer dans la liste et tout, comme ça, je me suis battu jusqu'à arriver là-bas. Pour couper court là, j'entre dans l'affaire, je commence à participer dans des conférences dans des pays en Afrique et puis ailleurs. Du coup, j'ai compris que chez nous, jusque-là, on n'est pas encore au débit. Donc, il n'y a même pas les débits. Et ce que je faisais même, c'était même pas quelque chose de grave, mais c'était peut-être, ça pouvait être le commencement. Alors, après quelques années comme ça, pour sauter, pour ne pas rester seulement dans ça, Dieu va me lever pour être collaborateur, si je vais appeler ça comme ça, collaborateur du ministre aux Affaires foncières en 2017, je pense, ou 2018. Wow. Dans ces années-là. Je travaille, c'est moi qui avais la charge technique au ministère. Maintenant, je me suis dit, ça, c'est l'opportunité pour moi d'exposer tout ce que j'étais en train de chercher ailleurs et ce que j'ai appris à l'école. Comme ça, on va me croire. Quand j'entre dans ces histoires là-bas, je me rends compte qu'il y a encore des complications là-bas. Pourquoi? Je pose la question entre la partie technique et la politique. Qu'est-ce qui prime? On me dit que c'est la politique qui prime au-dessus des techniques. Je crois qu'il y a un problème technique, je dois encore lui ramener. Back. Il a les requests. Send request.
Hmm. Nous allons voir ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a un problème technique qui s'est passé. Attendez, je vais lui ramener back. Bring him back. Add. Send the request again. Let me bring him again. I don't know what's going on. Okay. C'est un peu coupé, je ne sais pas, je crois que c'était un problème de connexion ou pas, mais je suis ramené. C'est chez vous là-bas. Okay. Donc, on était arrêté à ce niveau-là. Je suis devenu, les autres appellent ça conseiller. Moi, je n'appelle pas ça directement conseiller. J'étais seulement en charge technique. Pourquoi? Parce que j'avais un peu de la connaissance. Alors, j'ai dit qu'il fallait perfectionner ce que j'avais appris à l'université. Je suis allé m'inscrire au master de l'université de Liège qui est en partenariat avec l'IEC. D'où j'ai fait la gestion d'entreprise et droit au HADA. Parce que j'étais en train de me dire que tout ce qu'on est en train de faire, c'est dans ça. C'était dans ça, dans ces blocs-là. Alors, tout ce que je proposais au ministre de foi, quand il prend ça, il devait mijoter avec les autres secteurs. J'ai compris que dans tout ça, les fonciers avaient une place en République démocratique du Congo, d'où peut-être c'était les problèmes des gens qui ne voulaient pas respecter la loi. Pourquoi? Je vais dire ça clairement. C'est-à-dire, les aînés qui ont commencé ces métiers, que le Belge, donc les Belges n'ont pas laissé les ingénieurs, les Belges ont laissé les géomètres. Alors ces géomètres étaient limités juste pour faire un travail qui devait seulement répondre au mesurage et bornage. Mais le reste est là pour nous en tant qu'ingénieurs, on devait être là parce qu'on devait, lorsque tout devait commencer par un lotissement. C'est là où je devais commencer à faire les démarches pour tout ça. Parce que quand j'amène les informations, je sais que je suis à la page. Yeah. Tout est commencé par un lotissement. Un lotissement qui est l'ensemble des îlots, des parcelles, consorts, les équipements dont on parle dans les pays développés, c'est-à-dire les écoles, les infrastructures de base, les universités, les églises et tout ça et tout. Consort. J'ai dit au ministre, j'ai fait les études ici au pays, il n'y a pas un lotissement en dehors des Maman Mobutu depuis ces années-là. Donc, les années qu'on a fait le lotissement Maman Mobutu, après, il n'y a plus lotissement. Mais nous, à notre niveau, on pouvait faire quelque chose pour apporter des solutions et des soutiens à la population qui sont en train de souffrir pour des logements. Alors, j'ai commencé à lui expliquer que les Belges ont laissé Kinshasa peut-être 10%, mais après, aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 15, puis au-delà de 10%. Donc, on est déjà à 99% de la saturation déjà de la ville de Kinshasa, pour ne pas parler des provinces, parce que tout le monde a tendance à quitter la ville, des villages pour venir vivre en Kinshasa. Ils pensent qu'ici, il y a à boire et à manger. Je lui explique, j'ai dit, si on commence par les quartiers Mpassa, ces quartiers-là, les gens ont créé des bidonvilles comme vous ne pouvez pas avoir idée. Ils ont créé des bidonvilles de l'autre côté là-bas. Pourquoi? Parce que les géomètres, ils sont compétents, mais ils étaient en train d'essayer de faire par rapport à leurs connaissances. Mais nous qui sommes venus en tant qu'ingénieurs, c'est-à-dire on devait commencer par la viabilisation. Qu'est-ce qu'on parle de la viabilisation? C'est-à-dire dans les pays, d'autres pays, par exemple Sénégal, Côte d'Ivoire, les pays qui sont là en Afrique que je peux citer pour ne pas citer les autres pays ici. Chez eux, comment est-ce que le lotissement se passe? C'est-à-dire, ils commencent par avoir quelqu'un à un terrain. C'est un privé qui a un terrain, il fait une proposition de terrain, il va l'amener ça chez l'État pour que l'État puisse évaluer et puisque l'État puisse mettre la signature soit validée. Quand il fait ces projets-là, c'est-à-dire l'État lui demande, tu vas respecter les avenues, tu vas mettre ça par exemple 10 mètres. Au milieu là, tu vas mettre le marché. De l'autre côté, tu vas mettre l'hôpital. De l'autre côté, les écoles, consorts, les histoires des jets, des enfants, consort, la première des choses à faire. Alors, quand vous terminez tout ça, on devait aller dans la partie viabilisation où on va faire les verres qui est, pour ne pas être trop technique toujours, c'est déjà l'assainissement. Par exemple, ici aux États-Unis, quand je suis arrivé, la première fois d'arriver, ce n'était pas cette année, les années avant avec la Banque mondiale, et on était en train de travailler sur la terre et la pauvreté. Et dans notre partie, dans notre pays là-bas, nous qui représentons les pays dans ces assises-là, on n'avait peut-être pas les explications à donner. Mais quand on arrive, parce que déjà un problème général à Kinshasa, il n'y avait pas de schéma directeur de l'assainissement. Donc les bleds sont partis avec ça.
Alors, nous qui sommes restés en tant que génères, on devait confectionner, c'est comme ça à tout moment. Il y a des inondations quand la pluie, s'il y a pluie, il y a même au palais du peuple et partout là-bas, il y a inondation. Alors, j'ai dit là-bas, déjà, si vous regardez ce qui se passe en passant, que vous ne vouliez ou pas, vous en tant que politicien, de l'autre côté là-bas, les gens vont commencer à construire des maisons sans pour autant demander votre aval. Avec un chef coutumier qui n'a pas l'autorisation peut-être de vendre une parcelle, mais un chef coutumier se décide un petit matin avec ses enfants, ses petits, on va donner les parcelles par exemple ici. On donne des parcelles et puis les gens commencent à construire comme ça en désordre, sans respecter l'urbanisme, sans appeler quelqu'un qui est habilité à faire ces histoires-là de la topographie. En fait, j'étais en train, quand j'ai fait des propositions là, j'ai demandé que les lotissements devaient être gérés par la ville. Le gouverneur gère le lotissement. Quand il gère ces lotissements, il va avoir ses services à son niveau. Par exemple, chez nous, on appelle ça OVD. Le régime de voirie et drainage, tout ça. Donc, c'est l'État qui est censé faire ces histoires-là quand quelqu'un veut faire des lotissements. Alors, quand l'OVD passe, il fait les histoires de l'assainissement. Déjà, vous savez que dans la zone ici, on va construire de telles maisons, de tels genres de maisons. Et puis, ça va permettre aux gens de venir habiter facilement. Et puis, il faut mettre directement l'électricité. Quand on met l'électricité directement, ça diminue aussi la tâche à l'État. Que quand l'État viendra après pour aller faire des histoires, c'était juste peut-être pour collectionner ou pas récupérer l'argent d'utilisation de la population. Et aussi, la régie des eaux devait être directement inclue dedans. Alors, quand on termine à faire tout ça dans l'ensemble, c'est alors qu'on va appeler les gens de venir acheter des parcelles. Alors, quand j'ai fait déjà une proposition comme ça, apparemment, c'était devenu quelque chose comme si c'était très colossal. Alors, on m'a dit, mais quand tu penses à ça, tu as vu ça là où tu étais, mais chez nous, ici, ce n'est pas seulement comme ça. Il faut commencer par suivre la loi. J'ai dit, la loi dit quoi? Là, il faut encore rentrer, lire la loi. Je me dis, mais la loi encore? Je suis rentré là-bas et voilà. Bref, avec beaucoup de méandres comme ça, je me retrouve un jour à Kolwezi. On était en train de gérer un projet là, des histoires des parcelles de la GECAMIN, où les agents de la GECAMIN, qui étaient impayés pendant plusieurs années, et ces gens-là devaient être indemnisés par des parcelles. Alors, on nous demande des zones de la GECAMIN qui étaient gérées par eux-mêmes, de faire ça des parcelles. Moi, je leur dis, comment est-ce qu'on va faire des parcelles là où les gens sont en train de creuser et puis trouver des minéraux? Parce que quand on fait des parcelles, on fait des maisons maintenant là. Après, on dira que les mines après séance sur le ministère des Affaires foncières, ça sera compliqué pour gérer cette situation. On dit non, on fait seulement les travails. On fait les travails. Je pense qu'on avait fait des lotissements à Likasi, à Lubumbashi, Kasumbalesa, Kambov, Kolwezi, qu'on sort beaucoup des histoires qu'on avait faites. Quand on a fini à faire ça, ils ont commencé à partager les parcelles et tout, et puis tout ça. Ça, c'est l'histoire de l'État. Je rentre à Kinshasa, on m'insère encore sur un grand projet qu'on appelait Corniche de la ville de Kinshasa. Là, c'est moi, on était en train de faire seulement des relevés pour ressortir des palais de la nation, les gens qui connaissent bien Kinshasa, et palais de la nation, l'ambassade de la France, la primature, il fallait couper toutes ces histoires-là. Les bailleurs de fonds me disent qu'il y a les gens qui maîtrisent l'immobilier au monde, ils ont mis l'argent, et puis les Congolais, ils vont construire quelque chose pour redonner l'image de la ville de Kinshasa, dont la Gombe en soi, mais c'était de l'autre côté là. Alors, on fait les projets après, ça c'est l'État. Après, on nous appelle encore sur un dossier Port Banana, à Matadi, on arrive à Mwanda. On arrive là-bas, on fait les évaluations, on sort la totalité, la quasi-totalité des personnes qui devaient être indemnisées de l'autre côté. Dans tout ça, quand j'étais en train de partir, je me dis qu'il y a toujours j'ai senti qu'il y avait toujours un désordre. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez quelque part, et puis vous savez que ça, on va utiliser pour cause d'utilité publique, mais un problème s'irrigit directement comme ça, quelqu'un n'a même pas les documents de cadastre, il n'a même pas quoi, mais il a construit une grande maison. Je dis, mais comment il a fait pour arriver à ce point-là? Alors quand tu poses des questions, parfois on te dit, toi fais seulement ton travail, tu rentres, c'est ce qui est important. Ok, nous on était en train de faire notre travail. Après j'ai compris, j'ai dit, mais ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de travailler en vain. Donc, en quelque sorte, je suis en train, quand je donne les histoires que ça ne se réalise pas, je suis en train de contribuer au malheur de ces pays. Comment est-ce que je peux faire pour être autonome et puis faire des propositions
Et parfois, d'une manière ou d'une autre, ça peut être résolu. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai commencé par l'immobilier. Je me lance dans l'entrepreneuriat, je crée une société. Là, je vais faire tout. J'achète une concession, je mets cette concession en valeur. Ça, je vais revenir à la fin. Yes. Alors, c'est là-bas quand on évolue comme ça. J'ai dit, ouais, est-ce que nous tous, même les techniciens et tout ça, on est censé faire la politique pour faire mieux les choses dans ces pays-ci? Ça, c'est la réponse qu'on m'a dit. Il dit, si tu ne t'occupes pas de la politique t'occupera de toi d'une manière ou d'une autre. Ah bon? Ok. Je suis ici, je vois les histoires. Bon, l'idée de la politique était venue déjà avant. C'est là-bas, j'explique ça ici, c'est là-bas que je m'étais décidé que je vais postuler à la présidence de la République en 2020. Wow. Ça, je suis très sérieux. Et quand Wow. j'ai commencé à parler de ça, mes amis me disaient, mais toi, tu es fou, quoi. Depuis qu'on était avec toi, tu étais en train de penser seulement aux histoires qui ne vont pas exister. J'ai dit, mais vous pensez que ça va exister comment? C'est comme ça que je m'appelle entrepreneur. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est à la recherche des solutions. Donc, il faut apporter des solutions. Je les ai expliqués même, j'ai dit, un jour, mon père me disait, quand il est sorti ingénieur, il rentre au village, il dit, comme il était seulement ingénieur en mécanique, mais de l'autre côté là-bas, on dit qu'on peut lui donner les réchauds à réparer, on peut lui donner donc, tout ce qui est à réparer là-bas, que les Blancs ont fabriqué. Comme il était ingénieur, il devait réparer ça. Et ça m'a resté dans la tête, j'ai dit, donc un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit donner une solution. Donc, c'est là-bas on est arrivé à ces points-là de la politique, parce que les Congolais, en politique, les gens viennent obtenir leur diplôme en étant au pouvoir. Donc, quelqu'un qui vient obtenir un diplôme au pouvoir, il vient se marier au pouvoir. En tout cas, vous ne pouvez pas attendre à quelque chose de fiasco, on peut appeler ça comme ça. C'est comme ça, nous, jeunes. J'étais en train de me dire que les jeunes devaient quitter ce monde-là, de rester derrière ces vieux-là. Nous avons l'énergie, nous avons la technologie. Le monde d'aujourd'hui, peu importe ce qu'on pourrait faire pour ces papas-là, ils ne vont pas s'adapter. Ils devaient s'adapter à ce que nous sommes en train de faire. Et nous, à notre niveau aussi, on est censé les rendre sincères pour que nous puissions être fusionnés et puis travailler. C'est comme ça, on va développer nos pays en Afrique. C'est comme ça, moi, je me suis dit, je serai un entrepreneur et puis politique. Comme ça, je n'aurai pas personne derrière moi. Comme votre adage, souvent vous dites sur vos publications, c'est allons-y seulement. Donc, allons-y seulement. Allons-y seulement. Allons-y jusqu'au sommet. Allons-y seulement. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Guilan. C'est vraiment, votre histoire, c'est vraiment très édifiant. C'est vraiment encourageant. C'est aussi motivatrice. En tout cas, ça m'a motivé. Je crois que beaucoup d'autres personnes qui nous suivent là. Merci. Je vois vraiment des gens qui nous soutiennent, qui sont là en ligne. Vous êtes tellement nombreux. Bertka Sende, Alpa de Lukwasa, Alpha Bani. En tout cas, vous êtes beaucoup. Merci beaucoup. Il y a mon oncle que je vois aussi là. So, merci vraiment. Alors, dans ces cas, vous avez dit que vous êtes dans l'immobilier, dans la politique encore. La politique, des fois, je touche pas mes noms là, donc du coup, je vais avoir dans l'entrepreneuriat. On va revenir avec l'autre émission pour ça. Uniquement, on parlera politique. Yes. So, du coup, là, vous avez une société que je vois souvent même dans des publicités, société immobilière, foncière et numérique, n'est-ce pas? Yes. So, vous vendez de terrain, comment ça se passe en fait? Comment vous faites pour motiver les gens dans ce genre d'environnement, surtout l'Afrique, quand tu achètes un terrain comme moi? Je peux dire c'est dans le plus de 3 terrains que j'ai acheté. Et puis, quand tu commences à construire, tu finis ta clôture, on te dit que ce n'est pas ta parcelle. Vous voyez, donc il faut aller dans le document et tout. Ça devient compliqué. Du coup, on se dit, mais c'est quoi ça en fait? Donc, ça fait peur pour acheter des terrains à la diaspora. Mais là, je vois, vous promettez aux gens d'acheter le terrain, construire au Congo. C'est quoi cette histoire? Ah, vraiment. Ça, c'est une très bonne question, même pertinente. Je dirais, si dans cette émission, il n'y avait pas une question comme ça, c'est qu'on n'avait rien fait. En fait, c'est moi, j'avais dit que je pouvais être une solution pour les peuples congolais dans la matière. Lorsqu'on était en train de faire des propositions comme ça, c'est-à-dire gestionner le monde. Quand nous partons dans des conférences,
de la FIG, la Fédération internationale des géomètres, peut-être cette année, c'est géré par un Américain, je pense. Nous serons en Pologne pour aller faire les élections là-bas. Vous verrez qu'il n'y aura pas assez d'Africains, il y aura seulement des Blancs qui se mettent à la tête de ces histoires-là. Donc, chaque pays vient pour apporter des solutions sur ce qui est la gestion foncière. Un jour, le gouvernement Sama Lokonde en place. Moi, j'ai fait une vidéo sur Facebook pour expliquer, parce qu'on ne pouvait pas apporter encore notre voix. Bah, je ne sais pas comment on pouvait faire pour apporter notre voix. J'ai fait une vidéo, j'ai mis ça sur Facebook, j'ai envoyé ça dans des plateformes des ingénieurs qui étaient là, tout ça. J'ai dit à ces messieurs-là, pour pallier d'abord à cette situation, qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de problèmes, la première des choses, c'était de fusionner les 3 ministères clés du foncier, qui est le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère de l'urbanisme et le ministère des Affaires foncières. En fait, dans d'autres pays, tous ces ministères, peut-être ça travaille ensemble. Pour moi, je suis en train de dire ça. L'aménagement du territoire sera comme direction, la direction de cadastre. Cadastre, ça sera une direction. Parce que le ministère, c'est les affaires foncières. Cadastre. Et au ministère des Affaires foncières, il y a des branches. Non, je vais commencer par terminer d'abord. Pourquoi fusionner les 3 ministères, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et les affaires foncières? Et je me dis que les ministères pouvaient peut-être être le ministère de l'urbanisme comme avant. Et les affaires foncières travaillent comme la partie technique du ministère des Affaires foncières. Non, les affaires foncières, les gens qui sont les géomètres aux affaires foncières travaillent comme la tâche technique de l'urbanisme. L'aménagement du territoire devait être une direction au sein du ministère de l'urbanisme. Aujourd'hui, c'est devenir quelque chose, c'est devenir le ministère où le secrétaire général qu'on vient de nommer il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, il a quelle formation. Ces pays-là, on quitte des 40 ministères, 20 ministères, 50, du coup, on se retrouve avec 66 ministères pour faire la politique. Pour respecter les accords des gens qui font les bavards tous les jours à la télé, en train d'insulter, dire des bêtises, faire quelque chose, ne fait jamais les débats scientifiques, les débats intellectuels. Alors, quand on a fait déjà des propositions comme ça, et puis on a dit au Premier ministre, vous devez respecter les ministères techniques, donnez les postes techniques, les ministères techniques aux techniciens, vous aurez de bons résultats. Là, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Alors, moi, dans l'immobilier, j'ai créé un peu politiquement. Comme on avait demandé, tout ça, ce n'est pas encore arrivé, on avait dit que vous commencez par numériser le ministère des Affaires foncières, c'est-à-dire numériser et sécuriser des titres immobiliers. Lorsqu'on arrive à trouver déjà des solutions, à l'époque, j'étais consultant de Gelten Global, tous les gens qui gèrent la terre, qui font des propositions au Congo, et puis ONI Habitat. Ces gens-là, j'étais consultant de l'autre côté là-bas avec mes amis, les Archipel, les Christol, qui sont plus basés. Ce sont les gens de l'Est, hein. De l'Est et tout, Beni, Butembo, les amis sont là-bas. Ils ont même créé une université que je vais faire les éloges ici, université bilingue du Congo. Ils forment les gens aussi qui portent des solutions. Aujourd'hui, il y aura élaboration de documents fonciers, on va faire ça. Alors, je vais collaborer, je vais partager avec les amis. Ils m'ont dit, mais non, tu as la terre. Toi, tu peux commencer quelque chose et puis tu fais des propositions comme ça. Les gens verront que tu as déjà fait une proposition. Alors, j'arrive là-bas, je trouve déjà un contrat au niveau du ministère où tous les techniciens qui sont à ces pays-là sont en train de réclamer qu'on accepte de passer ce qu'on appelle aujourd'hui la numérisation des titres qui sont en train de faire là-bas au ministère des Affaires foncières. Ça, c'est prendre un certificat. Vous pouvez prendre sur une parcelle qui a 4 problèmes, 5 problèmes, vous prenez les mêmes chiffres, vous superposez. Mais juste parce que quelqu'un doit avoir quelque chose d'électronique, j'ai dit, mais ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est nous, techniciens. On doit donner une solution. Comment on doit donner une solution? On doit commencer par délimiter ces pays-là. Savoir le nombre de chefs coutumiers qu'on a. Chaque chef coutumier devait comprendre, devait connaître sa limite. Et puis quand on voit, ça c'est d'abord au niveau des villages, là où il y a beaucoup de problèmes. Non, là où il y a des problèmes, mais les gens qui sont venus en ville, ils pensent comme s'ils sont toujours au village. Donc, ils récupèrent les comportements du village, ils amènent dans des villes et puis tout devient compliqué. Alors, quand on commence à faire toutes ces histoires-là, on me dit, mais toi, tu es technicien. En étant technicien, ramène-nous d'abord ce que tu as déjà fait avant de nous parler de tout ça, tout ça. Je leur fais une proposition de plan. J'ai dit, voilà,
J'ai acheté une concession, j'ai fait les morcellement, je vais respecter les avenirs, j'ai demandé la vie urbanistique, j'ai demandé tout ça. Moi, en tant que technicien, je vais commencer par, je vais faire des logements. Mais pour que je ne puisse pas arriver à ce point-là, les lotissements doivent être d'abord respectés. C'est-à-dire, je n'ai pas cherché d'abord mon document au cadastre de la concession. Je leur demande la procédure parce que moi aussi, je ne maîtrisais pas tout en détail et il connaît mieux, il maîtrise beaucoup. Il me dit, voilà, quand vous venez ici, il faut donner, et puis tout ça, les documents, il faut présenter. Mais on m'a dit, les conseils gratuits, on n'achète jamais une concession chez un chef coutumier. Quand vous achetez chez un chef coutumier, vous avez jeté de l'argent. Les chefs coutumiers, ils vont nous excuser. Donc, on n'achète pas chez un chef coutumier, on achète à quelqu'un qui a les documents du cadastre et ils savent qu'il a acheté ça en bon et due forme. C'est là où vous, les diasporas, vous avez de problèmes. Alors, moi, quand j'ai fait tout ça, c'est-à-dire je commence par aller au cadastre, j'ai les numéros cadastraux de la concession et des parcelles déjà morcelées, respect avec les respects des normes urbanistiques. Je respecte, je sais qu'ici, je vais laisser l'école, ici, je vais laisser tout ça et tout. Ça, ce n'est pas les lotissements. Ça, il y a encore une différence entre les lotissements et les morcellements. Donc, nous, on fait les morcellements en étant privé. Le lotissement, normalement, c'est l'État qui devait faire ça, selon la loi en Afrique ou soit dans d'autres pays organisés. Alors, j'ai fait ça quand je finis. J'ai mes documents à bon et due forme. Quand quelqu'un vient acheter chez moi, j'ai déjà borné la parcelle, j'ai déjà les documents qu'il faut pour lui fournir quand il va acheter, j'ai déjà l'endroit. Donc, il peut facilement gérer ou soit contrôler sa parcelle. Si vous êtes, par exemple, vous êtes ici, vous achetez une parcelle chez moi, c'est déjà géoréférencé. Vous pouvez entrer sur Google, vous introduisez les éléments. Si vous êtes dans notre base de données, vous verrez déjà votre parcelle là-bas. Si ça a un problème, vous verrez qu'il y a un problème. Alors, à ce niveau-là, on devait présenter ça chez l'État. Vous savez qui bloque au ministère des Affaires foncières au pays et l'urbanisme? Je tombe sur un document avec 1800 et quelques parcelles. J'ai ça ici. On peut mettre ça en ligne. Hein? 1800 parcelles de l'État à Kinshasa seulement, d'où c'est occupé par des politiciens, les militaires, les hauts gradés. Je dis, mais comment ils ont fait pour avoir tout ça? Donc, ils savent, ils connaissent l'historique de la parcelle et tout, ils récupèrent. Il habite là-bas. Après un moment, oh, c'est l'autre ministre qui est là-bas, je ne vais pas citer leur nom. Oh, c'est l'autre ministre qui est là-bas. Il a désinfecté, on peut affecter. Ces gens-là, quand ils occupent toutes ces histoires-là, et ça mène, ça crée un désordre lorsque vous allez dans une concession où quelqu'un se réveille un petit matin, qu'il avait acheté une concession pour faire les champs, mais les gens commencent à aller. Par exemple, je vais donner l'exemple des parcelles qui se trouvent derrière Mausolée Tshisekedi. Vous allez m'excuser parce que beaucoup de gens achètent des parcelles là-bas, ils vont avoir des problèmes à la langue. Pourquoi ils vont avoir des problèmes à la langue? Il y a Kibomango. Il y a quelque chose qu'on appelle Kibomango là-bas. C'est Kibomango là où on formait des militaires avant. Ce coin-là n'est pas encore délimité depuis des années. Mais arrivé un petit moment, un petit matin comme ça, les chefs coutumiers, comme ils n'ont pas peur de problèmes, ils sont en train de vendre des concessions aux gens qui sont à l'étranger. Pourquoi? Parce que vous voulez acheter les concessions chez chefs coutumiers parce qu'ils vous vendent un terrain à 1000 $. Ils vous vendent à 500 $, ils vous vendent à 1500 $. Qui vous dit que les terrains qu'on vous voit là-bas à 1000 à 500 $, vous allez habiter ou soit vous allez jouir? Ça aussi, c'est un problème. Mais quand on vous dit que non, moi ici, par exemple, je vends un terrain à 10 000 ou 5 000, mais toi, tu as exagéré, j'ai vu ça là-bas, les gens sont en train de faire comme toi. Parce qu'ils savent créer des chaînes YouTube, parce qu'ils savent mettre tout en ligne, vous leur donnez confiance. C'est comme ça, quand vous arrivez sur le terrain, vous avez des problèmes, vous achetez, vous ne jouissez pas. Et vous n'allez pas jouir de ça. Quand on va délimiter cette zone-là de Kibomango, beaucoup de gens ont acheté des parcelles là-bas. Ils vont avoir des soucis. Ils vont avoir des problèmes. Ils ne vont pas habiter là-bas. Donc, ça aussi, c'est un autre problème. Et j'ai dit un jour au ministre, j'ai dit, mais comment vous avez laissé les gens en train de faire, en train de construire là-bas? Est-ce qu'ils sont en train de respecter l'urbanisme? Est-ce que vous ne voyez pas que ces gens-là sont en train de créer des bidonvilles? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose. Ils se basent seulement sur un chef coutumier, collaborer avec un chef, et puis ramener les histoires qu'on peut. J'ai dit, mais Seigneur, nous autres, là, on va avoir des difficultés, on va avoir des problèmes. Je les ai dit, des problèmes. On doit d'abord gérer ce qui est en ville ici. Par exemple, là où les Belges ont laissé. Les cités que les Belges ont laissées, ils ont respecté tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des parcelles de 5 mètres sur 10, des parcelles de 15. Comment vous allez vivre? De l'autre côté, les voisins sont en train de faire des bruits et tout chez vous. C'est comme si vous louez l'appartement ou quoi, chez vous.
Vous ne pouvez pas être en paix. Je lui ai dit, pour éviter tout ça, organiser les choses, orienter les gens qui sont en train de faire les mots, c'est les gens qui sont en train de publier les choses sur Facebook, de se conformer à la loi, de faire les choses par rapport à la technique et respecter tout ça. C'est comme ça, nous, on a fait cette société pour apporter des solutions comme ça, propres, dignes. Jusque-là, depuis qu'on est là, on n'a jamais eu de problème depuis plus de 4, 5 ans. On n'a jamais eu de problème avec un client par rapport aux documents. Mais les problèmes que nous avons souvent, il y a aussi des clients qui nous suivent en ligne là. Ils savent qu'on a des problèmes parfois. Comme on est à l'étranger, mais il y a l'équipe, les équipes qui font bien le travail de l'autre côté là-bas. Quand vous arrivez au niveau du ministère pour obtenir les documents, parfois, ça peut vous prendre 6 mois, 2 mois, 3 mois, si vous n'êtes pas fort. Pourquoi ça fait tout ça? C'est parce que dans l'administration, on ne nous a pas laissé la tâche en tant que technicien, ingénieur, ou soit nous avons une fédération, je vais parler de ça à la fin. On n'a pas organisé cette profession où nous avons demandé qu'on nous donne, nous autres, l'ordre qui oriente, qui organise toutes ces histoires. Ça va nous faciliter la vie. Les jeunes qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'agriculture, piculture et tout ça, parce que nous, on est dans tout ça. Alors, quand on verra que l'ensemble de tout ça est bien organisé, parce que la fédération, où soit les gens sont là, l'ordre est là pour organiser les professionnels, il n'y aura plus beaucoup de ces problèmes-là. Vous verrez plus de problèmes que vous avez ici à l'étranger. Vous achetez, vous n'habitez pas. Il y a même une question là, quelqu'un qui est au Canada, Christian FIFA, qui est en train de poser sa question et puis il insiste et Anne pose ma question. D'abord, je salue, je respecte beaucoup les gens qui nous suivent en live, vraiment. Merci beaucoup à Fideline Dombilo, ça ce sont mes amis de longue date délimitée, Nadia Kombe Mafuta, South Africa, from South Africa. Je salue mon grand frère Constant Maluma, ce sont des gens qui ont grandi avec moi, qui me soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Cédric Anzenzi, Podako Kalunga, excusez-moi pour la prononciation. Kalunga, la question de Cédric, Christian FIFA, c'était des fois quand tu achètes un terrain chez le chef coutumier au Congo, là, tu achètes, le même chef coutumier vend le même terrain qu'il t'a vendu à une autre personne. Maintenant, c'est quoi ces jeux-là? Vous en connaissez quand même ou quoi? Moi, je connais, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Le problème des chefs coutumiers, c'est quoi? Les chefs coutumiers, déjà, ils ne savent pas. La limite de sa concession, il ne sait pas. Il est chef d'où jusqu'où. Quand il vient, il se réveille il arrive avec toi, il te dit, tu vois là-bas, l'arbre est là. Et cet arbre est de l'autre côté ici. Ça, c'est pour vous. Il dit, ça fait combien? Non, vous m'avez dit que vous avez acheté 1 hectare. Mais le jour où vous allez chez l'État, parfois, ça arrive comme ça. Vous vous retrouvez, vous avez acheté 1 hectare, mais c'est peut-être la moitié. Ou soit c'est plus. Maintenant, quand vous arrivez chez l'État, peut-être le chef coutumier, il a vendu une partie de la partie qu'il avait, parce qu'ils n'ont pas qualité. D'abord, de vendre. Les chefs coutumiers ne peuvent pas vendre un terrain. C'est là-bas, là où il y a beaucoup de problèmes. C'est comme ça. Bon, avant d'aller acheter une concession, il faut demander d'abord, est-ce que vous êtes enregistré au cadastre? Ça me dérange d'abord, je me dis, comment vous pouvez voir en ville, en plein centre-ville? Je vais vous expliquer une chose d'abord. L'ensemble de Maluku, la commune de Maluku, donc l'ensemble de 23 communes de la ville de Kinshasa entrent dans Maluku, 3 ou 4 fois. Alors, la superficie seulement de Maluku a des concessions, les gens qui ont acheté des concessions. Bientôt, là, je vais balancer ça comme ça. Bientôt, le ministre a décidé qu'il va parler de l'ordre. Quand on va organiser l'ordre, c'est-à-dire, on va remesurer des concessions des gens qui ont au-delà des 5 hectares. C'est-à-dire, vous n'avez pas de papier, vous avez cette concession. Peu importe la façon dont vous avez récupéré. Ça, je donne de la matière aux gens qui ont des concessions de l'autre côté là-bas. Allez chercher vos documents parce que bientôt, les documents vont tomber et puis on va récupérer des concessions. Ça se fait seulement chez nous en Afrique où les gens souffrent de la famine. On peut faire les champs. Les gens souffrent de tout ça. On peut faire la piscine, tout ça. Mais on ne sait pas maximiser tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui à l'étranger a acheté une concession chez un chef coutumier, n'a même pas posé les actes. Il ne sait même pas pourquoi il avait acheté ça. Seulement, j'ai gardé mon argent de l'autre côté là-bas. C'est comme ça, vous aurez toujours des problèmes. Alors, quand on va remesurer l'ensemble du Maluku, bon, ça, c'est le projet de l'État. Ça, on ne va pas trop parler parce qu'on dit aujourd'hui, nous avons des cités Kitoko, nous avons tout ça. Ces cités-là, moi, en tant que technicien, je ne sais pas là où on va poser ça. Ces cités-là, jusque-là, si on dit que, par exemple, ça va nous prendre 500 hectares ou 100 hectares, 500 hectares. Je ne sais pas, ils vont trouver 500 hectares où à Maluku déjà.
Les gens ont acheté les 2, les 3, les 10, les 20 hectares, tout ça. C'est-à-dire l'État doit faire son travail d'exproprier tous ces gens-là. Ça devient cause d'utilité publique et puis il faut récupérer. C'est comme ça, avant d'acheter chez un chef coutumier, il faut avoir ces informations-là, demander, poser de questions. Vous aurez la facilité. Et nous, en tant que professionnels, on peut vous aider à la matière. Christian, je suis en train de voir, ils ont aussi les Je documents. crois que, je crois que vous, Christian, vous devrez en finir en privé. Après cette émission, vous allez nous donner vos informations parce que je vois qu'il a Je lui beaucoup donne de... l'information à le ministère, on appelle ça le ministère de l'Intérieur, leur donne aussi pouvoir d'avoir quelque chose, mais les ministères habilités pour gérer les histoires des chefs coutumiers, c'est ça. C'est là où vous avez le problème. Quand vous achetez chez un chef coutumier, vous n'avez pas un document de l'État. Il vous fait l'acte de vente, parfois en papier comme ça, il écrit. C'est validé où? C'est tout ça. C'est ça, donc. Les ministères de l'Intérieur reconnaissent les chefs coutumiers, leur donnent pouvoir, mais pas d'aller vendre. Ils leur donnent le pouvoir de respecter la terre. Ça, c'est votre terre. Gérer la terre. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Qui est l'État? Le chef coutumier n'est pas l'État qui doit vendre les terrains, frère. C'est bizarre. Je salue Joseph Ekimeno, Osesiala, tout le monde qui sont en ligne là. Paul Uhalu from USA, ce sont mes grands frères du quartier qui sont aux États-Unis qui me soutiennent aussi. Merci beaucoup, grand frère Paul Uhalu. Christian FIFA et vous, je crois que vous devrez keep in touch pour en parler encore plus, quoi. So, du coup, j'allais encore demander. En tout cas, cette histoire d'immobilier, c'est vraiment vaste. Because moi-même, je ne peux pas dire tout sortir ici. Je suis vraiment quelqu'un qui se dit le Congo nous fait mal, nous, le diaspora. Donc, non, ça ne fait pas mal parce qu'il y a des gens intelligents. Nous avons étudié dans ces pays-là. On vient un peu de vous découvrir, alors on va essayer aussi votre expérience. Je ne suis pas les seuls. Hein. Je ne suis pas les seuls. Il y a la fédération, toute une fédération où je suis le deuxième vice-président. Les gens se battent tous les jours, avec les débats tous les jours, mais on ne sait pas présenter correctement ces histoires-là. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide abondamment. Nous-mêmes, à la tête du pays, on fera tout ça, madame. Alors, notre cinquième question, c'était, je crois que vous êtes là à Dallas, aux États-Unis, je crois. Mais votre business se tient souvent, se tient au Congo, non, n'est-ce pas? Ouais. So, du coup, comment vous gérez ce stress-là quand, quand les choses, par exemple, ne marchent pas au Congo et puis vous devrez appeler tout le temps, contrôler le business à distance. Vous pouvez nous aider comment? Parce que you don't look stressed. I mean, you don't look... Tu ne te vois pas quelqu'un qui est trop stressé, en beaucoup réfléchissant. You look fresh, I mean, actually. Vraiment, la première des choses, un entrepreneur doit avoir la capacité de gérer les émotions. Oh. Donc, un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui est émotionnel. Donc, les quotients émotionnels d'un entrepreneur doivent être supérieurs aux quotients intellectuels. Vous êtes intellectuel, mais vous ne saurez jamais gérer les histoires si vous êtes émotionné. Donc, vous devez être là, les émotions d'abord. Parfois, on dit, pour ceux qui sont plus en politique, les militaires qu'on sort à ce niveau-là, on dit qu'il n'y a pas l'état d'âme. Mais nous avons l'état d'âme parce que nous sommes chrétiens. Et nous devons être à ce niveau-là. Déjà, en tant qu'entrepreneur, ça c'est l'entrepreneuriat en général. Lorsque l'entrepreneuriat, comme les autres, beaucoup de définitions tombent de l'autre côté, part et d'autre. Moi, je me dis que c'est l'art de mettre des gens en place une société et puis gérer. Lorsque vous mettez en place votre société, vous devez être sûr des compétences ou soit des qualités des gens que vous êtes en train de gérer. Il faut se poser 3 questions. Je suis en train d'engager des personnes ici pour faire quoi? Dans 5 ans, ils seront qui? Ils seront comment? Dans 10 ans, ils vont me produire quoi? Dedans, là-bas, il y aura des gens qui vont se détacher de toi. Ils vont créer leur propre société. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça. Il y a des gens qui vont ruiner ta réputation d'une manière ou d'une autre parce qu'ils peut-être qu'ils sont moins bons dans l'équipe. Vous les avez engagés pour faire un travail très costaud, mais après, ils vous compliquent la vie. Yeah. Alors, vous avez d'autres personnes qui n'ont pas assimilé ou soit compris vraiment votre vision. Donc, la première des choses, c'est de communiquer votre vision. J'ai quelqu'un ici, je vais faire les éloges à ces gars-là. C'est lui qui est le DG de la société Sifen maintenant. Là. Il s'appelle David Mbounkazaf. Wow. Ces garçons-là,
il pouvait avoir quelque chose de 20 quelques, 20 quelques, il est dans les vingtaines. Donc, ma société aujourd'hui est gérée par des personnes de moins de 20, de moins de 30 ans. Wow. J'ai Ah, là, c'est dit formé. à quoi? C'est dit peut-être au salaire, tu ne veux pas trop leur payer, là, tu cherches Non, ils gagnent sérieusement, je vous dis. Ils vivent mieux que les gens qui sont là-bas, je vous jure. Non, mais je vous dis, ils sont très à l'aise et puis ils sont vraiment dans la joie de m'avoir comme leur partenaire. C'est comme ça que je les appelle. C'est-à-dire, il faut mettre d'abord les gens qui travaillent avec vous à l'aise. Malgré dedans là-bas, il y aura des brebis égarées. Peu importe ce que vous allez faire, ils vont vous compliquer toujours la vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont... Lui-même, en personne comme ça, c'est un problème. Quand vous l'engagez, vous engagez un problème. Donc, pour les gérer, je vais vous donner d'abord un exemple. Je construis une grande maison où je vais engager 20-50 maçons. Et les autres dedans sont des fumeurs du champ. Et les maçons, ils sont mieux. Excusez-moi, les maçons, ne m'insultez pas. Ils sont mieux quand ils fument, quand ils boivent l'alcool. Ils vont bien faire le travail. Bon? Alors, moi, à mon niveau, je suis chrétien. Il y a d'autres gens qui disent en étant entrepreneur chrétien, tu ne peux pas encourager les gens à prendre l'alcool, tout ça. J'ai dit, moi, d'abord, ça, je suis en train de faire l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, là aussi, je vais revenir après, parce qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat et business. Alors, ces gens-là, moi, j'ai besoin de résultats. Je n'ai pas besoin qu'ils filment, qu'ils boivent la journée, tout ça. Moi, mon problème, c'est qu'ils me produisent exactement ce que je suis en train de chercher. Ça, c'est à ce niveau-là, je serais déjà content. Mais de l'autre côté, ça ne m'empêche pas de leur donner, de leur montrer du courage, ou soit de leur dire, de leur donner les vraies valeurs. Mais non, vous devez être comme ça, vous devez avoir une famille, vous devez faire tout ça, tout ça. Donc, ça sont les histoires qu'un entrepreneur pouvait avoir. Un entrepreneur, c'est un donneur de solutions. Un donneur de solutions n'est pas quelqu'un qui se lamente. Un boss ne se lamente pas. Tout arrive, vous avez la charge, vous avez la responsabilité. Ça ne marche pas, c'est ma faute. Ça marche, c'est ma faute. Yes. Tout ne tourne pas, c'est ma faute. C'est comme ça, je gère cette histoire-là en distance parfois, avec beaucoup de stress, mais je n'appelle pas ça stress, je n'appelle pas ça stress, j'appelle ça une formation. Je suis en train de me former en... Donc, c'est la routine. Je m'informe, j'informe. J'informe, donc c'est comme ça tous les jours. C'est comme ça. Je ne peux pas voir le stress même si je gère ce business en ligne. Mais si les gens savent que vous êtes à mesure d'abord de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, vous pouvez faire ça. C'est comme ça dans l'entrepreneuriat. Avant de se lancer dans ce monde-là, vous devez être sûr que ce que vous êtes en train de faire, vous-même, vous connaissez ça. Sinon, vous vous jetez dans les histoires qui vont vous crever, qui vont vous mettre mal à la tête. Il y a des gens même qui ont fait des AVC à cause de ça. Non, je suis en train de gérer le business au Congo avec les gens de la famille. Comment tu gères les histoires avec les gens de la famille? Tu vas craquer. Chez nous, en Afrique, quand quelqu'un est à l'étranger, c'est qu'il est millionnaire. C'est quoi ces histoires-là? Les gens, vous êtes ici, vous avez donné, vous avez créé de paresseux au pays. Pourquoi? Parce que vous devez envoyer un $100, parfois quelqu'un réclame que comment il a fait? Est-ce que vous savez comment il a eu ces 100-là? Moi, je suis là, ça fait pratiquement 2 ans. Bientôt, je rentre, je serai au pays peut-être dans 2-3 mois ici. Ça fait 2 ans, je suis là, 2 ans, quelques mois. Je n'ai jamais allé au travail. Mais je vis quand même. Comment ça, papa? Bon, la facture ici, il y a des factures là. Comment vous faites? Vous avez des millions ou quoi? Non. L'épargne. Il faut épargner. Il ne faut pas avoir l'argent dans la banque. J'étais en train de parler avec un partenaire qui était en train de m'expliquer la différence cash flow, consort, tout ça. Je lui ai dit, j'ai pris ça à l'université, mais je n'ai pas bien simulé la matière. Et il me dit, il faut avoir ce qu'on appelle, on appelle ça comment? J'ai oublié un truc là, il est en train de m'expliquer. Les actifs, là, n'oublie pas, là, je suis curieuse d'écouter ça. C'est les actifs et les passifs. Il faut savoir gérer les actifs et les passifs. Il y a des gens qui considèrent les passifs parfois comme actifs. Il y a les gens qui se disent, non, je suis dans l'immobilier. Regarde, les actifs, ça peut être quelque chose. Vous avez une maison qui est l'actif, mais demain, ça peut devenir quelque chose, ça peut devenir des histoires qui fait des mouvements de va-et-vient. Ça peut entrer dans les passifs. Et vous mettez ça en location, ça vous régénère l'argent chaque fin du mois. Vous avez quelque chose qui vous fait nourrir. Et vous avez déjà, parce que moi, l'immobilier dont je suis en train de parler avec vous ici en général, c'est une branche de la société. La société est dans les travaux publics. Je construis des routes, je construis des maisons,
J'ai fait Ah l'électricité, bon? j'ai fait la régie des eaux, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait l'électricité, j'ai fait l'énergie renouvelable. Donc, je suis dans ça. J'ai fait l'agriculture, j'ai les étangs, j'ai... Donc, je suis... je me suis mis dans tout ça. Donc, il est difficile pour moi de tomber du coup comme ça en faillite, de souffrir. Parce que j'ai créé tout ça, créé tout ça. Parce que je savais que lorsque je vais commencer à gérer, c'était très difficile. Ça sera très difficile peut-être pour moi. Comme pour le moment, c'est indépendamment de ma volonté, je suis bloqué là. Mais donc, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans les bons. On a là-dessus, entre parenthèses, because la vie aux États-Unis, c'est vraiment élevé par rapport au Congo, quoi. Du coup, si vous parvenez à vivre avec l'argent de l'Afrique, je veux dire, donc ça va, là. L'homme le plus riche du monde, c'est l'homme non, parmi les Noirs, hein, l'homme le plus riche des Noirs, sont les gens qui ont investi en Afrique. Tapez sur Google. Vraiment, c'est noté. On n'investit pas dans ces pays-là où tout le monde est en train de travailler dans les warehouses. Hein. Surtout chez nous. Les Nigériens, ils se mettent dans beaucoup de choses, mais nous, les Congolais, je n'insulte pas les gens qui sont dans les warehouses. Je leur encourage de rester dedans, mais aussi faire quelque chose pour investir au pays. Ce n'est pas quand vous aurez 10 ans aux États-Unis ou 15 ans, vous allez songer à acheter un terrain au pays pour aller construire. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés dans ces pays-là. L'intégration nous fait comme nous fait défaut. J'ai trouvé moi-même, je n'arrive pas à m'adapter à l'anglais. Or, ça, c'est la base. Je n'arrive pas. Je suis allé à l'école, on me complique. Je deviens comédien même en classe. Ouais, parce que de l'autre côté, on est en train d'enseigner. Toi, tu es en train de penser au business, les prix des prix. Je n'en sors pas. Alors, l'homme le plus riche, je disais, noir de l'Afrique, du monde, c'est quelqu'un qui a investi en Afrique. Ce sont les Nigérians qui ont investi là-bas. Ce sont eux qui font des histoires compliquées. Mais nous pensons comme si quand on arrive à l'étranger, on n'est pas millionnaire. Dans la classe, il y a 3 classes sociales. Classe des pauvres, ou soit des classes populaires, on ne peut pas appeler classe des pauvres. Il y a la classe moyenne et la classe des riches. Majorité des gens qui sont dans les warehouses, je vais les expliquer, c'est un bon boulot. On est obligé de le faire parce que ça nous aide à trouver, à vivre mieux. Donc, quand on prend quelqu'un qui est dans la classe populaire, on l'amène à Kinshasa, donc c'est quelqu'un qui vit dans les classes moyennes. Donc, il a tout. Il sait payer ses billes, il sait faire des histoires pour manger en paix, il fait vivre en paix. Il n'a pas de problème avec les gens. Mais si vous avez quitté l'Afrique pour venir à l'extérieur, où on a vendu la parcelle, ces gens-là, ils sont là, aujourd'hui, ils sont à Lemba, de l'autre côté, ils sont à Kingasani, jusqu'à ceux qui vont habiter Maluku. C'est à cause de toi. Et quand tu arrives ici, tu es là tout le temps en train de boire, en train de faire des histoires parce que tu as trouvé le miel sur la table. On ne fournit pas des efforts d'être même à la classe moyenne. Les gens qui sont à la classe moyenne, vous arrivez, commencez par les études. Vous faites les études quand vous terminez, vous arrivez à la classe moyenne, c'est-à-dire vos revenus vous permettent d'épargner. Vous êtes là, vous payez la maison, vous payez tout, mais au moins à la fin du mois, vous devez épargner quelque chose. Ça peut vous servir à quelque chose. Et ce que vous épargnez, allez investir en Afrique. Commencez par quelque chose. La terre chez nous, ça ne coûte pas grand-chose. Pour le moment, je vais dire ça, les impôts, ce n'est pas grand-chose. On ne demande pas en désordre comme ici, c'est automatique. Il faut payer l'assurance maladie, il faut payer. Il y a pas mal de choses à payer là. Donc, du coup, monsieur l'entrepreneur, vous avez vraiment nettoyé nos cerveaux. Nous qui avons le cœur broc pour l'Afrique, nous qui étions blessés autrefois pour investir encore en Afrique, vous nous redonnez de l'espoir. Là, je salue Aristote Moussunga, un collaborateur à moi. Je salue Rachel et Sheila Setembe. Et Aristote, tu sais très bien. So Paul Teke. Paul Take. I like to read in English, so Paul Teke. So, notre 6e question, notre 5e, je crois, j'aimerais un peu entrer, je crois, dans la politique, because j'ai lu quelques publications que vous avez faites sur les journaux là, qui sortent du Congo, en fait. Vous étiez parmi les gens qui disaient que vous pouvez faire sortir le Congo dans le gouffre, je peux dire, dans les difficultés, surtout la jeunesse. Ouais. Bon, je ne sais pas pour l'âge, mais apparemment, votre visage, vous n'êtes pas dans les 50, donc vous êtes jeune. So, du coup, comment, en étant jeune, faire sortir les autres jeunes qui sont en train de souffrir? Parce que
J'ai un cas là, une de mes collaboratrices a été blessée sur son front because elle était en train de fuir les Koulouna, je pouvais dire. Ça me fait très mal. Comment un pays avec beaucoup, en plein bon marché, comment un bon marché là où, quand c'était un endroit où on partait avec trop de sécurité, rempli de gens de bonne famille, comment maintenant Vous beaucoup devez de appeler ça Koulouna? centre-ville. Au centre-ville, il y a des Koulouna, au centre-ville de la ville de Kinshasa. Ça fait très mal, Centre-ville. ça m'avait fait très mal. Les loyers est quand même élevé là-bas, mais quand tu sors de ta parcelle, il y a un Koulouna qui t'attend là-bas. Du coup, la demoiselle, je ne peux même pas citer le nom, mais elle s'est vraiment coupé son front à cause de fuir un Koulouna. So, du coup, quand vous dites que sortir la RDC de la gouffre avec tous ces Koulouna-là, vous avez y pensé? Vous en dites Déjà, quoi? déjà j'ai la solution pour en manger de la population, que c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer. Les jeunes devaient aller. Ceux qui sont venus du village doivent rentrer faire les champs au village. Ils devaient aller, ils doivent rentrer faire les maniocs au village. Ils doivent rentrer faire les maïs au village. C'est là-bas où il y a beaucoup de millionnaires. Ils doivent rentrer là-bas, ils vont, mais ballon ici. Ça va apporter des solutions au pays là. S'ils attendent que les politiciens nous trouvent des solutions, ça sera très compliqué. La richesse du pays, c'est la terre. Moi, j'ai compris tout ça. Accordez-moi quelques minutes, continuez à parler. Je vais vous suivre sur YouTube. Continuez à parler, j'arrive. Quelques minutes, il y a mon fils qui me dérange un peu. J'arrive. Okay. Continuez à parler. Alors, je dirais la terre. La terre, moi, j'ai compris la part des choses. J'ai compris la part des choses sur la terre. C'est-à-dire, en Afrique, nous, on nous a mis dans des choses tellement compliquées que nous avons un système, par exemple, à Kinshasa. Les gens se réveillent à 7 h du matin, mais tout est fermé à 17 h ou 16 h 30. C'est-à-dire, le reste des heures pour aller au lit, les gens sont en train, on a laissé les Congolais en désordre, en divagation, en train de boire l'alcool à tout moment. Ils ne savent plus réfléchir avant les boulots. Et tout le monde au pays là, majorité, les 80% des Congolais, ils vivent par ce qu'on appelle taux du jour. Vous soyez agent de l'État, vous soyez député, vous soyez ministre, vous soyez qui, ces gens-là vivent au taux du jour. Les députés au pays sont les gens aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir trop de crédibilité. Qu'on ne peut pas avoir trop de crédibilité. Il y a un truc que j'ai vu ici aux États-Unis. Chacun se réveille à l'heure où il veut parce qu'il doit aller au travail. L'autre se réveille à 5 h, il part au travail jusqu'à 17 h, l'autre quitte la maison à 17 h pour aller. Mais chez nous, on se réveille tous au même moment. À 7 h, 6 h, on part au travail, on s'arrête à 17 h. Et puis, tous les soirs, on est dans le bar en train de boire. Et il faut arrêter déjà ce système-là. On avait dit qu'il fallait diminuer ces histoires-là. Et puis, de 22 h, les gens devaient arrêter toutes ces histoires-là. Donc, tout ça, c'est dit d'abord aux politiciens qui ont rendu les jeunes pauvres. Allô? Il y a la connexion qui pose problème là. Vous m'entendez pas? Yep. La connexion posait problème, je disais. Chez nous, on a un problème, on se réveille tous au même moment. À 7 h du matin, on part au travail. 16 h 30, 18 h selon le code du travail. On finit. Quand on termine à faire tout ça, du coup, les gens se lancent dans la boisson, en train de boire jour et nuit, tout ça, ils ne savent plus quoi faire parce que les Congolais vivent par ce qu'on appelle taux du jour, ou la majorité des gens en Afrique vivent par ce qu'on appelle taux du jour. Donc, il part chercher les matins, il trouve ça, il vient, il termine ça la nuit parce que demain matin, il va sortir pour encore chercher, encore rentrer. Donc, tout ça, même les politiciens, les députés, on est en train de les embaucher au Parlement. C'est-à-dire, ce sont les gens qui passent seulement au Parlement, même s'ils n'ont pas de salaire, mais il y a des rubriques qu'on appelle là-bas, qu'eux-mêmes ont appelé savons. Donc, on doit te donner les savons quand tu participes. Les savons là-dedans, là-bas, il y a des choses. Et quand quelqu'un sort à la télé, même s'il n'a pas la connaissance, même s'il est un vagabond, il parle seulement comme il parle parce qu'il a insulté l'autre pour la part de l'autre qui est de l'autre côté et tout. Tout ça, on les prend, on les nomme. Quand on nomme déjà quelqu'un comme ça crée déjà un problème et ça crée les ennuis dans la tête des jeunes. Les jeunes doivent se réveiller. C'est-à-dire quoi? Les jeunes, vous devez... Regarde, ce n'est pas tout le monde qui doit devenir entrepreneur, mais au moins les 80% des jeunes aujourd'hui, nous avons la force. Tous ces gens-là, ils tirent leur force chez nous. Ils ne sont pas nombreux. On décide, nous jeunes, on dit non, hein, tous les jeunes vont créer des partis politiques, ou soit tous les jeunes, on n'est pas obligé d'aller à la politique. Tous les jeunes vont créer quelque chose à faire. Et ces gens-là, si nous, on se lance les gens
dans le travail, sans les attendre, sans entendre la politique ou soit les politiciens, ces gens-là, ils vont changer leur manière de voir les choses. C'est nous qui leur donnons l'énergie. C'est nous qui donnons la force à ces vieux-là. De nous manipuler, de bouffer notre argent, de faire tout ce qu'ils sont en train de faire et puis compliquer nos vies. Quand vous êtes en train d'évoluer, vous terminez les études, vous montez, et jusqu'à ce que vous arrivez même à l'âge de la pension, vous n'avez jamais travaillé et vous attendez que l'État vous donne le travail. C'est l'État-là où quelqu'un qui ne faisait absolument rien, par exemple, je ne vais pas entrer dans la zone, mais en tout cas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Vraiment très compliqué, comme vous le dites là, ça donne, j'ai pitié vraiment de mon pays des fois. Mais... Nous avons la solution parce que nous savons là où ces gens-là viennent chercher le pouvoir. Et ils viennent chercher le pouvoir en donnant, en laissant des lettres. Ici, quand je serai président de la République, je vais vous donner les mines du Katanga du côté Golfe. Vous allez récupérer tout ça et vous allez faire ce que vous voulez. De l'autre côté, Colosie, il y a ça. Ça, ce sont les assurances que les Occidentaux viennent chercher chez nous. Et puis, quand ils récupèrent ça sans problème, nous autres, là, on devient inutile parce qu'ils savent que quand tu viens avec tes histoires techniques, là, nous, déjà, on a cédé de l'autre côté là-bas. On ne peut pas retourner en arrière. Pourquoi? Parce que les gens de ma famille aussi doivent devenir riches, tout ça. Les gens qui se réveillent. Moi, les histoires là de prendre, d'avoir des diplômes, tout le monde est devenu professeur quand il est au pouvoir. C'est méchant. Hein? Et les jeunes qui ont fait beaucoup, qui ont fait les études, qui ont souffert, il y a des gens qui font les pieds dans la ville de Kinshasa là pour aller à l'université. À la fin, ils se retrouvent avec une cabine, ils se retrouvent sans rien faire. Jeune, quittez derrière le politicien, restez chez toi. Si tu veux rentrer au village, nous tous, nous avons des villages. Faire quelque chose. Du coup, notre dernière question, nous avons vraiment entendu ce que vous avez dit, c'est vraiment motivant. Si vous êtes, si je peux vous choisir comme un professeur, en tout cas, vous pouvez l'être vraiment parce que vous avez vraiment enseigné. Qu'est-ce que vous en dites pour les personnes, pour des jeunes qui rêvent être comme vous, un entrepreneur, peut-être se lancer dans la politique, faire votre parcours là? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour toutes jeunes qui veulent? C'est-à-dire, je dirais que d'abord, les jeunes ne sont pas obligés d'aller à l'école. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour devenir entrepreneur. Regarde, j'ai l'expérience, je connais les garçons vendeurs d'arachides au pays là, les gens qui vendent ce qu'on appelle les macasses ou les cigarettes. Ils font bien le marketing que ceux qui sont allés à l'école. Parce que les gens qui sont allés à l'école pour faire le marketing là, nous on pense qu'ils sont professionnels. Mais comment vous pouvez prendre le professionnalisme avec les insultes dedans? Le professionnalisme qui n'aboutit pas, le professionnalisme qui ne donne pas de résultats positifs. Mais ces gens-là, ils ont la facilité quand ils viennent, peu importe ton diplôme, il va te convaincre que tu vas acheter les arachides. Hein? Et ça, c'est de l'entrepreneuriat. Ou soit on appelle ça business, qui fait le business. Alors, tout ça, moi, je suis en train d'encourager, nous tous, nous avons la capacité de devenir quelqu'un sans pour autant penser. Tout commence par une idée. Nous tous, nous avons des idées. Regarde, vous pouvez avoir un conseil de quelqu'un. Vous pouvez avoir un conseil. Moi, si vous suivez des vidéos des garçons de Koulouna parfois, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école n'a pas eu cette chance-là. Mais il peut vous expliquer des histoires, des vies des gens, ce que les gens mènent. Tu penses comme si ces gars, s'il était parti à l'école, pouvaient être mieux. Moi, je dis, les problèmes que nous avons, on n'a pas compris qu'ici, par exemple, dans vos pays ici, excusez-moi d'appeler ça vos pays parce que moi, je ne me vois pas là. Je suis passager, visiteur. Donc, les professeurs d'université travaillent pour les gens qui ne sont pas allés trop à l'école. Donc, ils sont allés peut-être chercher seulement une formation, savoir lire, écrire, c'est fini. Et puis comprendre comment compter et tout le reste est là. Pour toi, tu es professeur d'université. C'est ce qu'on a appelé, je vais citer M. Kabila aujourd'hui, nous tous, on l'insulte. Ce monsieur-là est venu en venant au pouvoir, tout le monde ne sait pas, il avait quel diplôme. Mais il a embauché les professeurs d'université, les gens qui nous ont enseigné, les gens qui nous ont donné cours, les gens qui nous ont aidés dans la vie. Ces papas-là sont venus, sont arrivés là-bas, tantôt de Kabila. Avant qu'ils quittent le pouvoir, il dit, je cherche 15 personnes. Depuis, si c'est 19, 17 ans, 18, 16 ans, il a fait au pouvoir avec ces papas-là. Il n'avait pas quelqu'un, il n'avait pas 15 personnes, les gens compétents pouvaient travailler avec lui. Et tout ça, les jeunes ne voient pas ça. Je peux encourager quelqu'un que vous pouvez gagner votre vie sans pour autant suivre les politiciens, sans pour autant rester derrière ces gens-là. Leurs enfants sont ici.
Leurs enfants sont ici. Ils sont en train de rouler carrosse. Ils roulent avec des Bentley, ils roulent avec des Range Rover, ils roulent avec des véhicules de l'argent des contribuables. Mais vous, vous êtes derrière ces gens-là en train de faire toujours la journée. Et tout ça, oh, autorité morale. Ça nous amène où tout Nous ça? sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission déjà. Du coup, nous sommes déjà arrivés presque à la fin. Mot de la fin, peut-être pour ta fondation, on va en parler après, mais mot de la fin, peut-être une salutation, dédicace. Hey! Ah, David Mbungo, là, les petits, là, il fait un bon travail. Je suis en train de saluer d'abord tous les ingénieurs du pays, des plateformes, que ce soit les architectes, les urbanistes, sont en train de faire. J'ai un ami, il s'appelle Fiston, il est un urbaniste très fort. Ce monsieur est en train de travailler pour l'intérêt de cette profession. Et dans notre profession aussi. Nous, on doit nous reconnaître. S'il y a beaucoup de problèmes là, parce qu'on ne reconnaît pas qu'il y a la Fédération des ingénieurs géomètres-topographes, qu'on nous donne l'ordre. Qu'on donne l'ordre qui respecte les normes aux architectes. Qu'on donne l'ordre, tout ça. Organiser les métiers des gens. Ça va nous aider. Je salue tous les ingénieurs qui sont là, sont en train de nous suivre. Zimbabwe, Hamas, les amis du BTP, ingénieur Fede Pumbu, la femme de mon frère Kaba et Hakim à Beni, Saliboko, ma petite sœur Grace, l'ingénieur Margongalula, James Mampia, mon pote. Donc, je suis en train de saluer. Je ne vais pas oublier Maman Lina. C'est une dame qui est en train de nous soutenir spirituellement. Et voilà, il y a beaucoup de gens comme ça. Monsieur Machichi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont prêté main forte pour que j'arrive là où je suis. Et je suis en train de dire que le jour où je serai au Congo, le jour où on sera à la tête du pays, on fera quelque chose de bien. Les gens devaient nous faire confiance. On est en train de faire ça. La fondation, on l'a créée pour former les gens qui devaient insérer parce qu'il y a une forte demande de l'emploi que nous ne sommes pas peut-être à mesure de répondre maintenant là. Et voilà, donc, Ogi, donc tous ces gens-là, mon ami Yves Maliro, Eric Fala, il y a beaucoup de gens comme ça qui nous suivent ici, on ne pouvait pas laisser comme ça, on devait les saluer, c'est important, c'est très bien comme ça. Donc, Du coup, merci beaucoup à vous, monsieur l'ingénieur, l'architecte, Amine. Non, là, je lis ça. Monsieur l'ingénieur, entrepreneur, politicien en devenir, président déjà, respect, plein de bénédictions. On veut des gens courageux comme ça dans notre pays. Amen. Merci d'être là, d'accepter notre invitation. Je crois que vous avez beaucoup à parler. Comme l'émission, normalement, notre air limite, c'est juste 45 minutes. Mais avec vous, tellement que vous êtes en train de parler des histoires qui nous demandent d'élargir l'air, on a vraiment élargi l'air. Du coup, merci à vous. Tous ceux qui ne nous n'ont pas suivis vont nous suivre bientôt là sur YouTube parce que ça va juste passer sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram. Je vous salue, mes amis de Instagram, Snapchat, TikTok. On se voit sur notre chaîne YouTube FGG Talk TV. Je salue tous nos abonnés. Vous-même. J'allais vous féliciter d'abord pour ce que vous êtes en train de faire. Oh, merci. Beaucoup de filles à l'étranger sont en train de faire les histoires ici pour insulter, pour faire des histoires inutiles. Mais vous, vous êtes en train d'organiser les choses et puis donner de la valeur aux jeunes Africains. Oh. Madame, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, amen. Il y a mon coordonnateur, il s'appelle Pistico Kawala. C'est lui qui me dit, il faut féliciter cette dame. Oh. Il a suivi les émissions, il dit, mais non, les gens doivent vous soutenir. Les gens doivent vous soutenir. Et demain ou après-demain, avec ce que vous êtes en train de faire, si Dieu vous demandera d'aller faire la politique, allez, mais il ne faut pas devenir comme les gens qui sont là-bas. C'est que les gens qui sont là-bas, donc, on dit que ceux qui sont au pays, ils sont là seulement pour voler. Mais on peut être là, on ne vole pas, on vole pas, mais juste, on gagne de l'argent propre. Donc, je vois ma gonga, elle est là. Exactement. Ah bon, la politique, donc... je crois que dans les SAM, on respecte ceux qui sont dans la politique. Du coup, je félicite aussi mon grand frère Jekoko Molumba qui est vice-gouverneur. Respect à lui. Donc, du coup, les vies avec qui on a grandi ensemble. Non, là, je mets entre parenthèses. Non, oui, c'est bien, c'est bien. Là, je fais mes dédicaces, donc... Il parle pour aider. Moi aussi, je salue. Quand vous avez salué, je salue aussi à mon papa, il s'appelle Lambert Kavuba. Il a travaillé avec lui. Ok, ah, d'accord. C'est bon, c'est le Congo qui gagne. Là, ce sont des vrais Congolais. On vous laisse déjà la famille Facebook Live. On vient de prendre fin. Venez sur YouTube pour suivre les whole vidéos. So, I guess, Mr. Guilhem Mukasa Matondo, on se voit à la prochaine. Bon, on va chatter aussi sur les réseaux sociaux. Bye. Merci beaucoup. Bon mariage à mon grand frère qui vient de se marier. Hein.
et l'anniversaire à mon grand frère Armel Moussala. Oh, Et il ok. s'appelle Soubeka Lala. Il vient de se marier il n'y a pas longtemps, donc. Oh, Les félicitations à célibataires lui qui de étaient ma restés part. dans les cercles. Félicitations. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à vous, je vous remercie tout le monde. Laurent Caprice, ingénieur Margot Ngaloula, Aristote Moussunga, est toujours là, Kachama Kaembe, donc merci beaucoup à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux. Je remercie Pamela Sengele, Chimanga, Miss Naomi Yala. Merci vraiment, Lonela Dibonheur. Je vous laisse déjà, on se croise sur YouTube. Parce que c'est moi tout à l'heure, je me suis levée parce que je suis mère, sur les temps en temps, il y a un peu de bruit qu'on doit régler dehors à cause des enfants. Merci beaucoup.